Andrés Villegas y Gerardo Familiar y Jean-François Leclerc por esta invitación. Es un gran privilegio para mí estar aquí y compartir nuestras experiencias comunes. Alors, ahora, con su permiso, haré mi présentation en français. Alors, bonjour à tout le monde. J'aimerais moi aussi remercier nos traductrices parce qu'elles font un travail absolument extraordinaire et je vais faire attention de vous regarder si jamais je parle trop vite, vous me le direz. Voilà. Alors, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est partager en fait toutes les opérations de séduction qu'on opère auprès des publics pour les attirer. Donc, pour commencer, ce que je vous présente, c'est une carte géographique pour vous présenter le territoire. Et donc, c'est sûr, bon, le Canada, on parle de 10 millions de kilomètres carrés. Le Québec, qui est le plan ou la carte qu'on voit au centre, c'est un peu plus d'1,5 million kilomètres carrés pour 8 millions d'habitants, alors qu'au Mexique, on parle de 130 millions d'habitants. Alors, en partant, on comprend qu'on est dans une toute autre échelle. Sur le plan suivant, je vous présente le territoire québécois où on voit la répartition géographique des différents musées. Et vous observerez que la plupart des musées se retrouvent le long du fleuve Saint-Laurent, donc c'est la bande d'eau que vous voyez. Alors c'est principalement le long de cette bande que les villes se sont développées et forcément les musées. Alors vous remarquerez que, ben là c'est un peu loin, mais on voit à Montréal, il y a 71 musées dans la région de Montréal et du côté de la ville de Québec, c'est 36. Je vais vous montrer. Montréal, Québec. Alors, c'est clair que pour l'échelle du Québec, on parle de 417 musées environ, parce que ça fluctue. Il y a une certaine mouvance au niveau des musées, dont 300 qui sont membres de la Société des musées du Québec. Donc ça, c'est une information qui est importante, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que la Société des musées du Québec est très structurante pour la communauté muséale. À l'échelle canadienne, on a environ 2400 musées. Donc ça vous donne une idée de l'échelle québécoise de la concentration de musées. On retrouve dans la division muséale, on retrouve des musées, des centres d'interprétation et des lieux d'interprétation, mais on a aussi une grande diversité entre des musées d'histoire, des musées de sciences et techniques et des musées d'art. Alors c'est sûr qu'il y a une... Ah pardon, voilà, donc c'est ce que je disais, donc il y a une grande vitalité au sein de la communauté muséale. Alors, d'où vient en fait cette profusion de musées? Ce qu'il faut rappeler, puis je fais le pont avec la présentation de Jean-François de lundi, où il y a eu une vaste intervention publique qui s'est faite notamment dans les années 70, mais beaucoup plus dans les années 90, où là on a eu beaucoup de nouveaux musées qui ont été créés et des agrandissements de musées, donc des infrastructures qui se sont développées, qui ont permis aux musées de déployer forcément leur collection, mais de développer aussi une nouvelle forme de muséologie. Au Québec, il y a eu aussi une intervention plus spécifique, beaucoup plus interventionniste au niveau de la culture, qui a été très déterminante et qui a aussi cherché à favoriser une certaine démocratisation de la culture. Alors, forcément, dans les années 90, on a eu cette volonté de couvrir aussi l'ensemble du territoire québécois. Donc, on a le long du fleuve, mais on a vu aussi un ensemble d'infrastructures muséales se développer ailleurs dans le territoire québécois. Cette profusion a permis l'émergence de nouvelles pratiques, mais aussi, je vous dirais, une professionnalisation de la pratique. Et ça a été très déterminant au niveau, je dirais, de la réflexion, au niveau des pratiques, je dirais l'exploration aussi en termes de muséologie, et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Quand on regarde... excusez-moi.
Alors, dans les nouvelles pratiques, voilà, donc c'est ce que je vous disais, excusez-moi, là, voilà. Alors, dans les nouvelles pratiques, ce qu'on voit, c'est une consolidation du secteur muséal qui s'est opérée. Et je dirais, l'intervention de la Société des musées du Québec a été extrêmement importante parce qu'elle a favorisé à la fois des bonnes pratiques, partage de connaissances, partage de savoir, un effort de réseautage entre les musées et une volonté aussi de collaboration plus forte. Alors cet échange a favorisé, je dirais, une certaine transparence et des transferts aussi de connaissances. Et ça a permis une certaine émulation au niveau de la muséologie. Dans les modèles de financement, ça je vais le couvrir très rapidement, mais c'est pour vous donner une idée qu'au Canada, ça je vais commencer, les revenus se divisent principalement au niveau des revenus autonomes à 60%. Il y a du financement public et parapublic à 31%, ça c'est une moyenne, et le financement privé qui tourne autour de 9%. Et au niveau du soutien public au Québec, ça se répartit principalement au niveau du gouvernement provincial, un peu moins au niveau fédéral, et ensuite ce sont les municipalités a pu se faire. Et quand on regarde, quand on regarde le graphique suivant, ce que vous voyez, c'est qu'il y a eu un fort investissement gouvernemental tant au niveau provincial que fédéral au Canada. Et on voit que des années 70 jusqu'aux années 90, et c'est le même modèle au niveau provincial, il y a un très, très fort investissement des fonds publics qui a été amorcé. Et à partir des années 90, on voit qu'il y a une descente, une diminution, une contrition au niveau de l'aide financière dans les musées. Et forcément, ça a eu un impact très fort au niveau des musées qui ont dû déployer d'autres stratégies pour essayer de survivre d'une part et de développer d'autres stratégies pour aller chercher du financement, soit du côté privé ou sous d'autres formes de financement de revenus autonomes. Quand on regarde ici au niveau de la consommation culturelle, ça permet de situer où sont les musées. Donc, vous voyez en vert, ce sont les entrées pour les spectacles payants en art de la scène. Et à côté, en orangé, les entrées dans les institutions muséales. Donc, on voit qu'il y a un fort intérêt au niveau des institutions muséales. Par contre, lorsqu'on compare la consommation ou les entrées payantes dans les musées par rapport à la consommation de livres, on voit tout de suite que les musées sont très loin derrière. Une autre comparaison qui est intéressante, c'est avec le cinéma. Donc, vous voyez les musées en rangée par rapport au cinéma en vert. Donc, on voit qu'il y a un certain décalage. Et donc, forcément, pour les musées, ce que ça implique, c'est une offre culturelle qui est très variée, qui est très diversifiée et pour lesquelles ils doivent se battre pour attirer les visiteurs chez eux. Dans ce graphique, ce qui est intéressant, c'est de montrer l'intérêt pour les musées, pour le contenu. Donc, on voit les photographies suscitent un intérêt très, très important. En fait, je voudrais juste mentionner, c'est une étude qui a été faite par un groupe de chercheurs, d'historiens, qui voulaient mesurer l'intérêt des Canadiens pour l'histoire, pour les musées. Et donc, ce qui est ressorti, c'est que c'est-à-dire les photographies et le cinéma, les films, les DVD, suscitaient un intérêt plus important que les musées comme tels. Et on voit, dans ce graphique, les livres arrivent à peu près au même niveau, en fait, que les musées. Et l'intérêt pour le patrimoine est quand même assez élevé. Donc, c'est le heirlooms en anglais. Donc, il y a un intérêt pour le patrimoine. Donc, ça envoie un signal pour les musées, notamment les musées d'histoire, qu'il y a une filiation qu'on peut aller chercher, qu'on peut aller développer pour s'intéresser, par exemple, au récit. Et là, je fais le pont avec la présentation de Jean-François, où là, on arrive à accrocher le visiteur. Et ça fait partie des préoccupations des musées, comment on peut les attirer.
Alors, comme je le mentionnais, l'offre culturelle est abondante. Elle domine l'équation culturelle. Ça va, je ne vais pas trop vite. Et pour rendre la culture accessible, il y a une multitude de programmations qui se sont multipliées au niveau des musées. Donc, on parle de journée de la culture avec Culture pour tous. Il y a la journée des musées, ça c'est partout dans le monde avec ICOM. Des festivals, des événements extérieurs gratuits pour attirer encore une fois les musées, les publics dans les musées. Alors forcément, les musées doivent constamment se redéfinir, réfléchir à des moyens de demeurer concurrentiels et une forte disparité régionale. Alors, dans ce graphique, ce qui est intéressant de constater, c'est que l'île de Montréal regroupe 15% de l'ensemble des institutions muséales, donc c'est 15% sur 417 institutions, et on attire à Montréal 46% des visiteurs, versus ailleurs au Québec où on a 71% d'institutions muséales qui, elles, attirent 37% des visiteurs. Donc là, ça permet de vous donner un peu le pouls des enjeux que vivent les musées dans les régions, comment attirer les visiteurs chez nous, alors qu'on sait que la plupart vont s'arrêter soit à Montréal, soit à Québec, qui sont les deux grandes villes au Québec. Alors justement, parlons de nos publics. Parmi les clientèles québécoises, alors il y a eu beaucoup, pour votre information, il y a eu beaucoup d'études qui se sont effectuées au Québec. Il y a certains musées qui ont des services de recherche à l'interne qui leur permettent de faire des recherches, mais on a aussi un organisme, c'est l'Institut du Québec, des statistiques du Québec, qui a développé une cellule, c'est l'Observatoire de la culture, qui a, au fil des ans, commencé à compiler des informations. Et donc, les statistiques que je vous présente sont issues de l'ensemble de ces recherches, de ces enquêtes, ce qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des musées au Québec. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'en 30 ans, la proportion des Québécois qui sont allés au musée s'est développée. On parle, par exemple, de 1979, où 31% des visiteurs allaient au musée, versus 2009, où on était rendu à 45% environ. C'est sûr, c'est des moyennes. Donc, on voit qu'il y a un intérêt de plus en plus marqué pour les musées. Quand on regarde au niveau de l'ensemble des institutions patrimoniales, alors là, on intègre non seulement les musées, mais aussi les lieux historiques. Donc, on parle d'un taux de fréquentation qui est plutôt de 55%. Et là, je fais le pont avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, le graphique, où il y avait un intérêt pour l'histoire. Donc là aussi, on voit qu'il y a un élément qui nous permet de raccrocher les visiteurs. Donc ça, c'est un indice supplémentaire pour les musées. Et on observe que 70% des visiteurs ont fréquenté un ou les deux types d'institutions, qu'il s'agisse de musées ou de lieux historiques. Et évidemment, dans une moindre mesure, 30% ont fréquenté 3 ou 4 types d'institutions muséales. Au niveau des groupes scolaires, donc c'est très variable, mais en moyenne, c'est autour de 8,6% de groupes scolaires ou de groupes d'adultes qui ont fréquenté les musées au Québec.
Et lorsqu'on regarde la répartition de nos clientèles, on voit que 81% sont des visiteurs individuels. Donc, ça veut dire que la majorité des visiteurs viennent seuls. Ils viennent peut-être à deux, mais rarement viennent-ils, ou plus rarement, toute proportion gardée, bien sûr, viennent-ils en groupe ou en clientèle scolaire ou autrement. Donc, ça vous donne une idée de la répartition. Une autre équation intéressante à observer sur les 400 institutions muséales, 75% des entrées visent 30 institutions. Donc, ce sont 30 institutions au Québec qui ont la majorité des visiteurs. Une autre disparité qu'on peut observer, donc qui révèle à quel point le marché est concentré. Malgré tout ça, donc, on a une fréquentation qui est en hausse. On voit aussi que ce sont principalement les personnes scolarisées. Donc, on le sait, il y a des études qui nous l'ont montré. Bourdieu l'avait déjà dit. C'est une tendance qui se maintient. Par contre, il y a une augmentation qui est observée et qui est attribuable, selon certaines études, aux pratiques qui sont mises en place pour attirer les publics. Et aussi, on a cherché à cibler nos publics. Donc, on parle de personnes âgées, les francophones, on va viser les clientèles scolaires. Donc, à chaque fois, on va essayer de cibler nos publics. Et dans ce graphique suivant, ce qui est aussi intéressant à observer, c'est qu'on voit, outre la croissance, l'accroissement de la fréquentation dans les musées, on observe aussi un écart entre la ligne bleue que vous voyez, qui est la fréquentation in situ, donc à l'intérieur des musées, versus la ligne grise qui vous montre la fréquentation hors mur. Donc, toutes les activités qui sont offertes à l'extérieur, gratuitement, mais autour du musée. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous permet, en fait, de traduire qu'il y a eu un réel effort de la part des musées d'essayer d'attirer les publics par toutes sortes de stratégies autour de la programmation d'exposition dans les musées. Bien sûr, les musées se sont intéressés à ce que nous appelons, je ne sais pas comment on l'appelle ici au Mexique, les non-publics. Alors, 60% admettaient ne pas avoir fréquenté des musées au début des années 2000. Et dans les musées d'art, c'était 67%. Donc, il y a eu beaucoup de chemin à parcourir. Et bien sûr, toutes sortes de stratégies et de réflexions ont été amorcées pour essayer d'attirer des nouveaux publics. Alors, quelles sont les clientèles qu'on peut prospecter? Comment on peut déployer des stratégies pour justement les fidéliser, multiplier les médiations, qu'elles soient culturelles ou éducatives, mais aussi adapter l'offre culturelle aux intérêts et aux besoins de ces non-publics. Alors, quels sont-ils ces intérêts? Alors ça, c'est la grande clé. Alors, bien sûr, dans le non-public, il faut considérer que ce n'est pas un groupe homogène, donc c'est pas un groupe, mais c'est un groupe qui se subdivise. Il y a ceux qui n'ont pas les moyens d'y avoir accès, c'est une manière de le regarder. Il y a ceux qui vont se tourner vers une autre culture qui est dite plus commerciale et qui n'auront aucun intérêt pour le musée, et ceux qui vont chercher d'autres lieux de socialisation ou d'expression. Au niveau des jeunes et des jeunes adultes, alors certaines études semblent montrer une certaine distanciation de la culture dite classique pour la population scolarisée et moins de 3% des jeunes Québécois entre 15 et 24 ans déclarent visiter les musées en général. Donc, il y a un effort supplémentaire à faire pour attirer ce segment. Une autre clientèle qui est difficile à attirer, c'est ce qu'on appelle les adolescents. Donc, c'est aussi un segment de nos clientèles pour lesquels les musées déploient énormément d'efforts et qui sont très difficiles, ou plus difficiles en fait, à attirer dans les musées. Ce qu'on remarque avec ces non-publics ou ces jeunes publics, ils recherchent des activités dynamiques, ils veulent interagir, ils veulent socialiser, ils veulent être vus. Et donc, il y a en premier point, ce que je mettais, ce qu'ils veulent, c'est être qu'on les divertisse maintenant pour eux. Ils veulent partager, ils veulent créer. Donc ça, c'est un peu le leitmotiv actuel pour intéresser les jeunes dans nos pratiques.
Là, je reviens à l'étude qui avait été faite par les chercheurs David Northrop et Jocelyn Letourneau sur les Canadiens et leur passé. Et donc là, on voit aussi un parallèle entre l'intérêt pour les musées versus le cinéma. Donc c'est une autre manière de faire la lecture, de l'engagement pour la culture. Alors, quelle muséoséduction pouvons-nous opérer? Quelles sont les stratégies qu'on peut développer? Alors, bien sûr, pour attirer le public, comment on peut stimuler le pouvoir d'évocation au niveau de notre muséographie? Comment on peut mettre en relation le site qu'on veut mettre en valeur? Quels sont les points d'ancrage par rapport à la mémoire qu'on peut stimuler? Quelle sorte de muséologie de performance on peut déployer? Et comment le numérique également peut nous aider à appuyer ces stratégies? Il y a bien sûr l'importance de l'esprit du lieu. Quel est le message que le lieu peut nous permettre de véhiculer, de faire partager et comment on peut renforcer ce message? Alors bien sûr, il y a la notion de vivre une expérience. Donc au-delà bien sûr du lieu, quelle est la rétention potentielle du site ou du lieu qu'on peut proposer? Alors, chaque musée, bien sûr, apporte sa touche, sa couleur. Il y a des collaborations interdisciplinaires qui sont proposées et c'est une recette qui a fait école. Il y a eu dans les discussions des derniers jours où on posait la question quels sont les modèles de travail et puis ce qui a fait beaucoup école, c'est le principe de collaboration interdisciplinaire où vous avez des équipes, par exemple, avec des chargés de projet qui vont aller chercher des expertises dans toutes sortes de domaines, que ce soit au niveau des contenus de la recherche, quelle synthèse on peut faire. On va chercher des spécialistes de la communication et comment tout le monde ensemble, on peut préparer ou monter un concept d'exposition, une activité qui va permettre d'attirer nos clientèles. Alors tout ça, ça implique aussi de libérer les musées de certaines traditions pour enrichir l'expérience. Au Québec, on a cette chance, d'une certaine manière, de ne pas avoir ce poids de la tradition. Comme on est une muséologie et des musées relativement jeunes, on n'a pas, je dirais, un historique, le poids de collection qui nous oblige à, par exemple, à suivre certaines pratiques. Il y a eu un éclatement dans les années 90 qui ont permis au musée justement d'aller explorer des pistes de médiation. Et on s'est beaucoup inspiré de pratiques aux États-Unis où le leitmotiv, c'était l'éducation, la communication. Donc ça a beaucoup modelé ou modulé les pratiques. Alors, le pouvoir de la muséographie. Le pouvoir de la muséographie, là, je vous montre, c'est une image d'une exposition qui s'appelait Ludovica, Histoire au pluriel de Québec. Et donc, c'était une exposition en 1998 qui a cherché à explorer d'autres modes de communication. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a été chercher des expertises dans le milieu des arts de la scène. Donc, on a un auteur, un écrivain qui écrit des pièces de théâtre, donc un dramaturge, qui a contribué à la conception et à la rédaction de l'exposition. Et au sein de l'équipe, c'était des metteurs en scène qui ont travaillé à la mise en scène de cette exposition et à travers des récits, des histoires qui ont été créées à partir des recherches qui avaient été faites, on a ponctué l'histoire de Québec de différents témoignages réécrits par ce dramaturge. Donc, c'était une expérience sonore et on parcourait, c'était un parcours sonore avec différents dispositifs muséographiques qui nous permettaient de vivre une expérience très forte, vraiment puissante. Et ce genre d'exposition a vraiment eu un impact très fort au Québec. Alors, comment se réinventer ou réinventer l'expérience muséale? Donc, on recherche à marquer les esprits, à revoir aussi la manière de présenter les contenus. On va même modifier le script ou les scénarios traditionnels pour essayer de créer des expériences sociales et d'interaction. Comment on peut aussi créer un sens d'exclusivité pour faire en sorte que le public se souvienne d'un moment privilégié vécu au musée.
Je vais vous montrer l'exemple du fort de Ville-Marie à Pointe-à-Calière, le musée où je travaille actuellement, où on vient d'ouvrir il y a quelques mois, en fait bientôt un an, en mai 2017, un nouveau pavillon sur le lieu de fondation de Montréal. Donc c'est un lieu historique national qui est reconnu. Et dans ce nouveau pavillon, on a subdivisé l'espace en deux salles. Donc vous avez cette première salle qui est la Galerie des fondateurs, qui est un lieu qui est un hommage dédié aux fondateurs, donc les 49 fondateurs de Montréal qui sont venus. C'était une mission mystique pour fonder Montréal. Et donc, vous avez cette installation qui suggère l'arrivée de ces premiers Montréalais et qui est un espace de recueillement. Dans cet autre espace, qui est le lieu de fondation, donc c'est le sol, on a vraiment cette chance absolument unique et extraordinaire. C'est un sol qui n'a pas été altéré au fil des ans. Alors, depuis 1642, donc, on a ce plancher de verre qui encapsule, qui protège le sol comme tel, où on peut observer les vestiges. Et en termes de muséographie, pour justement renforcer cette expérience immersive, mais aussi une expérience de recueillement, on a choisi une muséographie minimaliste. On a choisi la transparence et la lumière, contrairement à la mise au noir traditionnelle qu'on observe beaucoup et qui fait partie de l'ancienne muséographie au sein du musée de Pointe-à-Calière. Donc là, c'est une toute autre expérience, très peu d'explications. Donc vous voyez, il y a cette vitrine où on a quelques objets qui ont été trouvés sur le site même. Et dans la vitrine suivante, vous voyez les objets, plutôt que d'avoir des longs textes qui expliquent la fonction de l'objet, on a plutôt suggéré la forme. Donc, vous voyez, il y a une tête de cochon, on voit des flèches, on voit des ossements qui nous permettent de reconstituer l'objet par l'image. On a également intégré des projections qui nous plongent dans une immersion, qui nous remettent en fait dans l'ambiance de Montréal à l'époque de la fondation en 1642. Un autre élément de l'exposition qui est un élément d'interaction avec le public, qui commémore la Grande Paix de 1701 qui a été signée entre les Montréalais, en fait c'est le seigneur de Calière, et les communautés, les nations autochtones. Alors c'est un moment extrêmement important qui a mis fin à des années de guerre et de conflits et qui a permis un essor économique et des collaborations avec les communautés autochtones puisqu'on était dans le contexte du commerce de la fourrure. Dans l'expérience des visiteurs qui est proposée, donc il y a un geste, donc c'est vraiment très subtil, très fin, mais on insiste pour faire communier en fait les visiteurs avec un moment fort qui est cette grande paix. Donc le visiteur place sa main sous l'élément lumineux et les signatures, les pictogrammes des communautés autochtones, des nations autochtones apparaissent sur sa main. Alors, bien sûr, l'expérience muséale, ce sont des communications plurielles. On veut développer et établir des relations d'échange, de transmission et de réception avec les publics. Et c'est par une muséographie renouvelée qu'on essaie de développer ces expériences. Donc, il y a beaucoup de nouvelles expositions permanentes qui ont été renouvelées au cours des dernières années dans l'ensemble des musées au Québec, et que ce soit au niveau des expositions temporaires. Et à chaque fois, on a cherché à renouveler les approches novatrices. Alors ici, je vous montre une autre expérience immersive. Donc c'est un nouveau pavillon au Musée des Beaux-Arts de Montréal qui est fort intéressante. En fait, c'est une nouvelle salle d'exposition. On a déployé des peintures de l'époque baroque. Donc c'est le thème du paysage. Et pour créer une ambiance immersive, favoriser aussi la contemplation, il y a une projection multimédiatique que vous voyez sur le plafond. Alors, c'est tout un paysage de verdure. Il y a je dirais un effet sonore, une ambiance qui est très calme, qui est très zen, là, en quelque sorte. Et on voit les gens, lorsqu'ils rentrent dans cette salle, qui vont prendre leur temps, vont s'asseoir, vont contempler. Et donc ça fait partie des expériences qu'on veut offrir aux visiteurs pour qu'ils soient beaucoup plus contemplatifs. Une autre expérience, bon là rapidement, c'est encore au musée de Pointe-à-Calière,
L'égout collecteur, donc c'est le premier égout collecteur, c'est une ancienne rivière qui a été fermée et convertie en égout. C'est un égout à ciel ouvert, donc on a décidé de fermer cette rivière, puisque à l'époque, on était au 19e siècle, on pensait que les odeurs étaient contagieuses et porteuses de maladies. Donc on s'est dit, en le recouvrant, on va pouvoir contrôler ce problème d'insalubrité. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est les travaux de réfection qui ont été effectués au cours des dernières années, ou des 2 dernières années. Et dans la projection suivante, c'est toute une installation sonore et visuelle qui a été effectuée par la firme Moment Factory. Et donc, le visiteur passe à travers ce lieu, donc il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'explication, mais c'est un lieu de passage où on contemple en fait cet égout collecteur qui nous mène vers justement le fort de Ville-Marie que je vous montrais. On a ici d'autres expériences immersives, donc peut-être on pourrait, messieurs, cliquez, juste one. Alors, ce sont des expériences immersives qui ont été faites, par exemple, il y a la gorge de Quaticook et le zoo de Saint-Félicien. Et là aussi, c'est une intervention de Moment Factory. Donc, on rentre dans ces parcs. Ce sont des parcs à ciel ouvert où, en fait, les enjeux qu'on avait particulièrement à la gorge de Quaticook, c'était d'attirer les visiteurs chez eux. Donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer les gens, pour qu'ils viennent voir notre site, surtout que c'est près de la frontière américaine, c'est pas très loin de Montréal, c'est quand même à 1h30 de Montréal, mais peu de visiteurs se rendent jusque-là. Alors, ils ont fait un partenariat avec Moment Factory et ils ont créé un parcours de 2,6 km qui est évidemment accessible le soir. Il y a toutes sortes de projections lumineuses et sonores, et c'est absolument magique. Et suite au succès de cette première expérience, le zoo de Saint-Félicien, c'est aussi associé avec Moment Factory pour proposer une expérience immersive de même nature, mais bien sûr sous le thème des animaux. Et donc, ce sont des expériences qui attirent les foules dans ces musées. Donc, c'est un exemple de parcours qui a été proposé. On va passer. Ici, je vous montre un autre exemple, c'est le Musée canadien de l'histoire à Gatineau qui vient de renouveler son exposition permanente sur l'histoire du Canada. Dans le cadre de son exposition, ils ont choisi d'intégrer les nouvelles technologies, mais de manière beaucoup plus soft. Donc, il n'y a pas d'immersion comme je vous ai montré, mais ils sont allés chercher des expertises pour faire des reconstitutions virtuelles. Et dans ce cas-ci, il s'agit de restes d'une famille Chichal de plus de 4000 ans. Donc, on parle de restes qui ont été trouvés dans les années 2010, près de l'actuel Sechelt en Colombie-Britannique. Alors, cette découverte funéraire a permis de faire des recherches avec la communauté et ensemble, ils ont décidé de faire une reconstitution faciale 3D à partir de ces restes humains. Donc, c'est une grosse recherche qui a été effectuée. Et donc, à partir de ces recherches, ils ont fait cette reconstitution. Donc là, moi, j'ai une image fixe, mais en réel, c'est comme si les personnes, on voit les gens cligner des yeux, bouger tranquillement. Et dans l'exposition, c'est grandeur nature pour justement donner l'impression aux visiteurs qu'il est en contact, qu'il peut presque toucher ces personnes. Donc, c'est assez impressionnant. Alors ça, c'est un exemple d'expérience qui permet de créer un contact. Et dans le cadre de ce projet en particulier, le souhait de la communauté Sechelt, c'était justement de créer une expérience de contact avec leur communauté. Donc bien sûr, il n'y a pas de récit, il n'y a pas de dialogue, mais c'est une manière de rejoindre les communautés autochtones. Et d'ailleurs, ils ont reproduit une copie qui a été envoyé à la communauté Sechelt pour que, localement, ils puissent avoir ce contact avec cette reconstitution. Rapidement, je vous parle du Parlement du Canada uni. Donc ça, c'est un autre site de Pointe-à-Calière. Donc, il y a eu des recherches archéologiques qui ont été effectuées en 2011 et l'été dernier, en 2017, qui nous a permis de
continuer à faire des fouilles archéologiques pour faire émerger l'histoire, en fait, du Parlement du Canada uni, qui a été à Montréal. Donc, à Montréal, à l'époque, c'était un centre économique, politique très important. C'était la métropole du Canada de l'époque. En fait, le Canada n'existait pas encore. Donc, il y a eu le Parlement du Canada uni entre 1844 et 1849. Et suite à des conflits politiques, le Parlement a été incendié. Et donc, c'est une partie de l'histoire ou de la mémoire collective qui a été oubliée. Et suite à ces recherches, il y a eu, ou à ces fouilles archéologiques, on s'est associé avec le Laboratoire d'histoire et du patrimoine de Montréal pour effectuer des recherches archivistiques, des recherches historiques, mais également avec les recherches archéologiques. Et à partir de ces informations, il y a une reconstitution 3D qui a été effectuée et c'est une recherche qui se poursuit en ce moment. Et le souhait, bien sûr, du musée, ce serait éventuellement de faire une mise en valeur de ce site prochainement. On a d'autres expériences de réalité virtuelle, donc j'aurais aimé vous montrer l'expérience. Donc on est en Gaspésie, donc on est très loin en région, dans le golfe du Saint-Laurent. Et le musée de la Gaspésie souhaitait, encore une fois, attirer les visiteurs dans son musée. Et ils ont une goélette, donc c'est un bateau de pêcheurs, qui est sur le site à l'extérieur du musée. Ils cherchaient une manière, encore une fois, de le mettre en valeur, de faire connaître l'histoire autour de cette goélette. Et donc, ils ont décidé, bien sûr, à partir de récits de pêcheurs, de faire une reconstitution 3D avec des lunettes. Donc, on est en réalité virtuelle. Et ce projet a été inauguré l'été dernier et ça a été un succès extraordinaire pour le musée. Ça a attiré énormément de visiteurs. Un autre exemple qui est un peu plus lointain, ça fait quelques années, le musée de Pointe-au-Père, qui est le long du Saint-Laurent également, qui est face à un site tragique où un gros bateau, bon, c'est l'Empress of Ireland, a coulé. Et donc, on a fait une reconstitution, c'est un spectacle multimédia qui a été proposé, qui a été fait, et qui a été inauguré il y a à peu près 5 ans en fait, et qui a eu un succès extraordinaire. Et tellement que depuis cet hiver, donc c'est tout récent, depuis 2 semaines, ils ont décidé de réouvrir au public, même l'hiver. Et là, je fais une parenthèse parce que souvent les musées en région, parce qu'ils sont en région, parce qu'il y a moins de visiteurs, sont fermés durant l'hiver. La période d'ouverture des musées au Québec, dans les régions en général, va de mai jusqu'à septembre ou octobre. Donc, le reste de l'année, l'hiver, c'est fermé. Et dans le cas de ce musée, suite je dirais, au succès populaire, ils ont décidé de réouvrir le musée. Là, je reviens au Centre d'histoire de Montréal. Donc, je fais honneur à Jean-François. Il y a l'exposition des quartiers disparus qui, pour moi, a été une exposition vraiment marquante que j'ai trouvée absolument fabuleuse. Il y a eu un énorme travail de recherche derrière ce projet, recherche évidemment de mémoire. Ils sont allés rencontrer les communautés pour essayer de comprendre, de faire découvrir ces quartiers disparus de Montréal. Donc, je ne referai pas la présentation de Jean-François, mais on a ici un autre modèle de proposition d'expérience qu'on veut faire vivre aux visiteurs, où non seulement on reconstitue des environnements, mais on partage des récits à travers différents points de vue, différents regards. Un autre exemple ici, c'est le canal de la Chine qui est à Montréal, qui est le premier site industriel au Canada, qui est en fait reconnu comme étant le berceau de l'industrialisation au pays. Et dans ce cas-ci, on a effectué des témoignages auprès des travailleurs et des résidents le long du canal de la Chine. On est en période de désindustrialisation, donc il y a toute cette mémoire qui disparaît de ce site. Il y a une requalification urbaine, construction de condos, donc tout le paysage industriel est en train de se transformer. Alors ici, avec Parcs Canada, il y a eu un souhait de faire une mise en valeur de cette période-là.
Donc, il y a eu 2 projets qui ont été développés. Donc, il y a ce parcours Onde, qui est un parcours sonore qui a été effectué avec un compositeur et une firme Audiotopie, où là, on a voulu recréer des ambiances sonores, des ambiances qui permettent de comprendre, de décoder le paysage d'une partie du canal de la Chine, mais toujours en se fondant sur les témoignages qui ont été recueillis. Un autre exemple, donc à partir de ces mêmes témoignages, c'est l'histoire orale. Donc il y a eu des parcours qui ont été également proposés, où là c'est vraiment une recréation à partir des témoignages directs. Mais là on est dans un parcours qui est ultimement sonore, et tout ça a été effectué avec 0 budget, donc pas d'argent. Alors ça, c'était un défi, mais on s'est dit, on n'a pas d'argent, on va se débrouiller avec, comme on dit au Québec, les moyens du bord, donc avec ce qu'on peut, mais on a réussi à faire quelque chose. Là, je vous renvoie au Musée maritime du Québec. Il y a eu le renouvellement de leur exposition permanente sur les racines, en fait, maritimes du Québec, qui est une partie du patrimoine qui est peu mis en valeur, qui est peu connue au Québec. Et donc, dans cette exposition, là aussi, on est allé chercher des témoignages, soit de résidents, soit de marins, même de capitaines. Donc ici, c'est une femme capitaine de bateau qui raconte les dangers de la navigation du fleuve Saint-Laurent, qui est réputé l'un des plus dangereux au monde. Et donc, on a toutes sortes de témoignages qui ont été intégrés dans l'exposition. Alors, ceci m'amène rapidement au numérique. Donc, on se pose toujours la question, est-ce que le numérique est-il un incontournable? Je crois que le numérique est un incontournable, mais c'est pas une règle absolue, mais c'est devenu, je vous dirais, un outil de médiation qui fait partie, en fait, de la palette de la muséographie dans nos stratégies de communication auprès des publics. Il est présent dans plusieurs sphères d'activité sous différentes formes, que ce soit au niveau des collections, des expositions, mais surtout, ça nous permet de communiquer, d'interagir, de faire participer le public et de partager. Et cela correspond à leurs attentes. Et dans d'autres expériences numériques, il y a cette préoccupation de transcender le buzz par rapport au numérique. Est-ce que c'est un effet passager? Est-ce que ça va durer ou non? Il y a aussi les enjeux de coûts associés à l'utilisation du numérique. Et donc ça, c'est vraiment une préoccupation qui est très présente pour l'ensemble des musées, bien entendu. L'utilisation des applications mobiles, c'est un outil qui est fort intéressant, fort attrayant, mais va-t-il durer? Dans les projets que je vous ai montrés, Onde ou d'autres projets numériques de parcours sonore ou même d'applications mobiles, très souvent sont devenues désuètes en quelques années. Donc, c'est quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Alors, il faut réfléchir à l'intérêt de choisir ces outils. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire, mais il faut se poser la question au départ. Je vous montre un autre exemple, donc les collections en ligne. Donc, ici, au Musée de la Civilisation, le musée accusait un énorme retard au niveau de la mise en ligne de ces collections. Donc, il y a eu un énorme effort qui a été effectué pour normaliser les bases de données. Il y a eu aussi un autre effort pour rassembler l'ensemble des collections. Donc, on parle de collections d'objets, d'archives, de livres rares, pour les mettre ensemble. Et ensuite, on est passé à une phase ultérieure de mise en ligne de ces collections. Donc là, il y a eu tout un ensemble de réflexions. Donc ici, c'est toute la vision, la stratégie qui a été déployée pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut, à partir de la mise en ligne de cette collection, il ne faut pas le voir comme un objectif ultime, mais plutôt comme le point de départ de d'autres utilisations potentielles auprès des publics. Puisqu'on se souvient, comme je le mentionnais tout à l'heure, le public veut intervenir, veut interagir. Donc, quels sont les outils qu'on peut aller puiser? Et là, on est allé chercher des logiciels gratuits pour essayer de faire en sorte qu'il y ait du participatif, du collaboratif avec les visiteurs. Donc ça, c'est un projet qui est encore en construction, qui est en plusieurs phases. Donc, il y a une première phase qui a été déployée, donc la mise en ligne de la collection.
Il y a une deuxième phase qui a été amorcée, donc de permettre une certaine collaboration, participation des visiteurs ou des publics web, mais les prochaines phases vont permettre beaucoup plus d'interaction avec les publics. Donc ça, ce sont des modèles qui sont quand même inspirants pour les musées. Un autre volet intéressant touche la médiation culturelle. Donc, ici, au niveau de la médiation culturelle, on est dans un contexte de mutation des politiques et des pratiques. La médiation s'impose comme le modèle d'interaction privilégié pour rejoindre et élargir les publics. Alors, comment on peut valoriser les récits et explorer, par exemple, des performances et intégrer des dynamiques? On a des visites expériences thématiques qui sont fort intéressantes. Donc, je pense par exemple à Trois-Rivières où on propose des visites d'une prison. Donc, c'est une prison qui a été convertie en musée et qui a été rattachée au musée de culture populaire de Trois-Rivières, où là, on propose des visites carcérales. Donc, il y a des témoignages sur la vie carcérale. On a même d'anciens prisonniers qui vont faire la visite avec les publics. Et même, le musée a commencé à proposer toutes sortes d'autres activités. Donc, des sentences d'une nuit, des activités de team building à l'intérieur ou de consolidation d'équipe à l'intérieur de la prison. On peut même dormir dans la prison selon les cas. Donc ça, c'est le genre d'activité qui est proposé, qui est fort prisé, en fait, par les publics. Un autre exemple, donc c'est l'image au-dessous. Donc, vous avez le monastère de musée des Augustines, donc qui a revu complètement, qui a fait une refonte de sa stratégie, je dirais, culturelle, d'offres publiques. Et donc, vous avez le concept de santé physique, santé mentale, en parallèle de l'exposition qui permet de comprendre, de découvrir la vie de cette communauté d'Augustine. Et donc, on accueille des clientèles de partout dans le monde. C'est un musée qui a été inauguré il y a maintenant 2 ans, 3 ans. Et donc, on propose des hébergements d'expériences de santé globale et ça a un succès vraiment très probant. Et donc, cette approche fait école puisque d'autres institutions ou des communautés culturelles et religieuses sont en train de revoir ou de réfléchir à partir de cette expérience, puisqu'il faut savoir au Québec, il y a le vieillissement des communautés, des populations des communautés religieuses, et donc il y a je dirais un questionnement, il y a une grosse réflexion sur l'avenir de ce patrimoine. Que va-t-on faire avec ce patrimoine puisque ces communautés sont toutes en train de disparaître les unes après les autres? Et donc, ça nécessite des moyens financiers quand même assez importants. Il y a une dispersion de cet héritage-là. Et donc, ça, c'est un modèle qui est fort intéressant et inspirant. Bien sûr, à travers toutes ces démarches, il y a la recherche de sens. Donc, bien sûr, il ne faut pas perdre de vue l'objectif premier. Bien sûr, on veut attirer des publics, mais la recherche de sens est toujours centrale. Alors, les publics sont à la recherche d'expériences, donc c'est de toujours trouver cet équilibre entre ce que veut le public et la capacité des musées d'offrir une proposition qui soit en cohérence à la fois avec sa mission, mais aussi en cohérence avec les attentes des publics. Là, je vous donne un exemple de visite inusitée, donc l'engagement d'un public qui soit initié, par exemple, le Museum Hack. Alors ça, c'est un modèle des États-Unis, mais au Québec, plusieurs musées regardent qu'est-ce qui se passe au musée, quelles sont les activités originales que nous pourrions offrir, qui nous permettraient d'attirer les musées et de multiplier les prétextes, en fait, pour que les gens viennent au musée. Est-ce qu'ils viennent voir une exposition? Est-ce qu'ils viennent faire une activité? Même certains musées se disent, c'est secondaire, ce qu'on veut, c'est attirer les musées chez nous. Et une fois qu'ils sont rendus au musée, peut-être réussirons-nous à les intéresser à notre programmation et éventuellement à les fidéliser. Alors, dans les actions de médiation, donc, on va rechercher la mixité socioculturelle. Donc, comment faire pour aller à la rencontre de l'autre?
Donc, on va chercher à valoriser la diversité culturelle, le mieux vivre ensemble pour contrer l'exclusion sociale, la violence. Là, on a un exemple du Musée des Beaux-Arts de Montréal qui a développé toute une programmation de médiation éducative et culturelle qui est très axée sur le communautaire, des projets de santé, d'art-thérapie, de mieux-être et d'inclusion. Avec des espaces créatifs, des thérapies. Il y a même des comités scientifiques avec soit des médecins, des chercheurs qui vont venir encadrer des visiteurs qui ont des problèmes de troubles sociaux et vont les accompagner. Donc, il y a vraiment des projets très structurants qui sont en train de se développer. Dans l'engagement des publics, donc l'engagement nous permet de rechercher le sensoriel. On va inclure le divertissement et utiliser le récit. On a un exemple à Pointe-à-Calière du marché public qui roule depuis plusieurs années. Ça fait, je pense, la 25e édition cette année. Donc, c'est des marchés publics qui durent seulement une fin de semaine, qui est très prisé, qui fait un retour sur les marchés publics de la Nouvelle-France. Donc, c'est en lien directement avec la mission de Pointe-à-Calière, mais c'est aussi l'occasion de faire partager des expériences. Le public peut se déguiser, peut venir costumer, il peut vivre une expérience à l'extérieur au musée. On va aussi chercher des clientèles de proximité. Donc, on a commencé à proposer des activités musicales, par exemple le jeudi midi, où on offre un petit concert qui dure 1 heure, qui vise principalement les clientèles de proximité. Donc, on est situé dans le vieux Montréal. Donc, on vise les travailleurs évidemment du vieux Montréal, mais aussi les touristes, les passants qui passent à proximité du musée. Et le dimanche, ce sont d'autres activités destinées aux familles qui sont gratuites et qui permettent ensuite d'attirer les gens au musée. On a le musée McCord qui également est à Montréal, plus dans le centre-ville, qui a commencé à offrir des concerts le midi, alors sous un air de pique-nique. Donc, ça permet aussi aux gens de venir et de connaître l'institution muséale. On a d'autres expériences, donc vous avez les Nocturnes du MAC, alors le Musée d'art contemporain de Montréal qui a commencé, en fait, qui avait un défi, c'était d'attirer le public d'une part, mais surtout d'attirer des publics des jeunes adultes, mais aussi des adolescents. Ils ont commencé à offrir des nocturnes, donc 4 fois par an. Ils ont des soirées, donc ça commence à 8 heures jusqu'à 2 heures du matin. Il y a de la musique, ils ouvrent les salles d'exposition, les guides sont là, donc il y a tout un dispositif d'interprétation qui est mis en place pour intéresser les publics à la programmation du musée, mais c'est surtout, il y a un bar, il y a de la musique, donc on en fait une place in. Donc c'est vraiment, l'emphase est mise là-dessus, et ça leur a permis, entre autres, d'accroître le membership du musée. Donc ce sont des stratégies qui sont quand même intéressantes. Il y a une autre activité, bon, c'est le bateau fantôme, où là, c'est le musée maritime du Québec qui propose des activités. Ils ont des bateaux, donc ils proposent des activités dans leur bateau le soir. Une autre activité, ce sont les symphonies portuaires. Donc, ça aussi, c'est Pointe-à-Calière qui offre pour la 24e édition la symphonie portuaire. Mais là, cette année, on a voulu renouveler la formule. Et donc là, on est allé en partenariat avec le Centre Phi, qui est un centre de développement artistique, de création, et MUTEC, qui est un festival de musique électronique. Et donc, on propose une nouvelle expérience sonore et musicale sur le thème je dirais des sons, des cloches de bateau. D'autres activités originales, donc vous avez des randonnées extérieures, d'exploration, vous avez ce qu'on appelle bouette et batture, donc on fait marcher les gens à marée basse dans le Saint-Laurent, vous avez des randonnées dans des parcs où on anime en fait les activités de manière variée.
Un projet que je vous présente ici rapidement, Réminiscence, donc c'est le Musée de la civilisation qui a développé un projet pour les personnes en perte d'autonomie. Donc c'est toute une gamme d'activités. Le musée se rend dans les résidences pour personnes âgées ou dans des résidences spécialisées. Et c'est un projet qui a été développé avec un centre de santé de la région et ça permet aussi de stimuler, par exemple, les personnes avec des jeux questionnaires. Vous voyez sur la photo, on montre toutes sortes d'objets de collection, donc ça permet à ces personnes de se rappeler des souvenirs, mais c'est des occasions de contact, de dialogue et de stimulation également. Vous avez d'autres exemples de repas gastronomiques, par exemple. Donc, vous avez le Jardin de Métis, qui est sur le fleuve Saint-Laurent, enfin le long du fleuve Saint-Laurent, en Gaspésie également. Donc, qui est un musée qui est bien fréquenté, très connu, mais par ce genre d'activité, il y a des concours d'architecture paysagère qui sont offerts sur leur site et ils offrent des activités de ce type-là pour attirer les visiteurs. Où vous avez à côté Boréalis, qui est le musée de l'industrie papetière à Trois-Rivières, où là, en plus de leur programmation, ils ont essayé de développer d'autres stratégies pour attirer les clientèles chez eux. Donc, ils ont commencé à offrir des activités de dégustation de vin. Un autre exemple intéressant, Exploramer, qui est un musée de la mer, donc qui offre bien sûr toutes sortes d'activités sur, bien sûr, des bassins d'observation, des excursions sur le fleuve, mais ils ont mis en place un programme qu'on appelle Fourchette Bleue, qui est axé sur la certification d'une saine gestion des ressources marines et qui collabore avec le milieu de la restauration et des poissonneries qui vendent des poissons. Donc, c'est un label, en fait, qui est reconnu et qu'on retrouve un peu partout au Québec maintenant et qui fait école. Donc, ce sont des stratégies fort intéressantes qui permettent de développer la notoriété du musée, bon, d'Exploramer, et qui est aussi un geste d'intervention en termes de développement durable, qui est fort intéressant. Alors, au niveau du tourisme culturel, bien sûr, comment, en fait, la synthèse que je voudrais faire, c'est comment faire du musée un lieu vivant, qui soit moderne et attractif, mais surtout comment l'axer vers l'expérience. Comment aussi on s'attarde je dirais, à s'intéresser à un public qui est pluriel. Donc, on ne parle pas d'un public, mais de plusieurs publics. Et comment on va différencier notre offre pour essayer de les attirer par toutes sortes de stratégies qui sont complémentaires et qui permettent de renforcer la mission de l'institution. Bien sûr, on est influencé par les tendances, on ne peut pas y échapper. La pression de l'offre culturelle, elle est très forte. Donc, bien sûr, le public, il est spectateur, il recherche des émotions, il recherche des liens sociaux et il y a un mélange des genres. Donc, comment dans nos offres, en termes de programmation et d'activité, on peut intégrer ces éléments ou ces facteurs? L'autre facteur, c'est comment on peut attirer la jeune génération, donc développer une offre qui soit adaptée à ces clientèles, leur confier un rôle d'acteur beaucoup plus actif, faire en sorte que le numérique soit un vecteur de communication et un visiteur connecté. Et comme on dit, c'est marketing one-to-one, donc un marketing viral, faire en sorte qu'on parle de nous et que les gens viennent au musée. Et voilà. Merci beaucoup. Muchas gracias. Si hay preguntas, por favor, pasen nuestras tarjetas para que lo puedas entender en el idioma. Si hay alguna cuestión.
No. ¿Sí? ¿Podría hablar algo sobre la cultura de las tribus Mi'kmaq? Y Allô? Vous voulez les Micmacs, Sí, oui, Mi'kmaq. les tribus Micmacs, d'accord. Ben, pas vraiment, parce que je ne comprends pas non plus le sens de la question par rapport aux Micmacs. Bien sûr, bon, si on parle des communautés autochtones, en général, ben c'est sûr, moi, je n'ai pas voulu l'aborder comme tel dans la présentation d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûre de vraiment comprendre le sens de la question, mais bien sûr que... Je vais enlever ça. C'est une préoccupation des institutions, bien sûr, d'aborder les questions autochtones. Je vous dirais qu'il faut revenir à la mission des institutions, d'une part. Bien sûr, on va se rattacher aux collections. Il y a un déploiement aussi de thématiques d'exposition et les musées, très souvent, au sein de leur programmation, vont aborder les questions autochtones. Donc, c'est des sujets qui reviennent dans la programmation d'une manière ou d'une autre. Mais pour ce qui est des communautés Micmac comme telles, c'est pas une thématique qu'on va aborder dans tous les musées, c'est vraiment d'une manière plus globale. Je ne saurais quoi dire de plus. ¿Puedes abundar sobre qué entiendes por mediación cultural? Ce qu'on entend par médiation culturelle, c'est tout. En fait, la médiation, c'est l'intermédiaire entre le musée et le public. Donc, ça touche l'ensemble des moyens, des stratégies que les musées vont déployer, en fait, pour communiquer avec le public. Donc, jusqu'à récemment, bien sûr, quand on parle de communiquer avec le public, il y a la programmation des expositions. Ça, c'est, je dirais, le cœur, en fait, de la raison d'être des musées, d'une certaine façon, dans la relation avec les publics. Mais d'autre part, c'est l'ensemble de la programmation éducative, la programmation culturelle, qui va venir enrichir cette programmation-là. Ce qu'on observe aussi, par ailleurs, c'est que, ça a été mentionné dans les 2 derniers jours, les musées ont eu tendance, jusqu'à récemment, à se positionner comme les spécialistes de contenu. De plus en plus, ce qu'on observe, le public s'attend à ce qu'il y ait un partage d'autorité, un partage, un échange au niveau des connaissances. Alors, l'enjeu pour les musées, c'est de trouver un mode d'échange, un équilibre, une façon de le faire qui soit en cohérence avec ce que les musées sont. Donc, chaque institution a sa logique, bien entendu. Et bien sûr, comment on peut rejoindre le public. Donc, il y a certaines institutions qui vont être très axées sur la recherche, qui vont avoir peut-être des réflexes différents par rapport à leur public. D'autres institutions, comme par exemple le Centre d'histoire de Montréal, qui a pris le parti pris de partir justement des récits de vie de leur public ou de certaines communautés comme point de départ d'une interprétation avec leur public par rapport au récit d'une communauté. Alors, on est, je vous dirais, dans l'ensemble des institutions muséales québécoises, on se situe entre ces 2 extrêmes. Donc, il y a différentes tendances, il y a beaucoup d'exploration pour communiquer avec les publics. Je vous montrais par exemple les collections en ligne du Musée de la Civilisation, qui a pris comme modèle, par exemple, le Rijksmuseum, qui a poussé très, très loin des modes de communication avec leur public, ou le musée
présente ses collections, mais permet aussi aux visiteurs ou aux internautes d'échanger par rapport à ces collections. Quels sont les souvenirs qui émergent par rapport à ces collections? Quels sont les partages d'expériences que les visiteurs sont prêts à partager avec le musée et avec l'ensemble des publics, quitte même à venir bonifier la connaissance sur ces collections. Bon, ça c'est un exemple. ¿Trabajan con algunas teorías pedagógicas específicas, algunos autores que podrían servirle a quien pregunta? Ben, en fait, oui, il y a plusieurs auteurs. Je pense qu'on l'a mentionné, il y a des chercheurs, il y a plusieurs chercheurs au Québec spécialisés en muséologie. Bon, je pense par exemple, il y a Annette Viel, vous avez Raymond Montpetit, Yves Bergeron au niveau de la muséologie, Bernard Schill qui s'est beaucoup intéressé à la muséologie scientifique, qui s'est intéressé notamment à la médiation scientifique. Mais outre cela, vous avez la SMQ, donc la Société des musées du Québec, qui au fil des ans a produit énormément de recherches, justement, soit avec des chercheurs du milieu universitaire, mais aussi avec des praticiens du milieu de la pratique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de recueillir, d'une part, vous avez cette réflexion plus théorique, mais d'autre part, les bonnes pratiques dans le milieu, quels sont les faits vécus qu'on partage avec l'ensemble de la communauté. Bien sûr, au Québec, on est dans la francophonie, donc on va aussi s'intéresser aux chercheurs français de la francophonie. Donc, vous avez des auteurs qui sont très reconnus également, puis qui travaillent avec nos chercheurs au Québec. Je pense à Annick Meunier au niveau de l'éducation muséale, qui a également publié de nombreux articles sur l'éducation. Michel Allard, qui est maintenant à la retraite, mais qui a publié énormément sur les publics des musées. Donc, l'ensemble de ces réflexions nous ont permis de justement faire progresser d'une certaine manière et de faire partager les bonnes pratiques dans les musées, les échecs, les erreurs, pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer l'offre dans les musées. Donc, je vous dirais qu'en général, au Québec, bien sûr, chaque musée a ses enjeux, ses préoccupations, mais il y a aussi une volonté de partage. La SMQ a effectué, il y a maintenant presque une dizaine d'années, un état des lieux sur l'ensemble des enjeux qui touchent les musées. Donc, on a regardé les collections, les bonnes pratiques, la gestion, le financement des musées, les collections, l'éducation, la médiation ou les activités culturelles. Et donc, toutes ces recherches et ces enquêtes ont permis la production de rapports qui sont en ligne, publics, que tous les musées peuvent consulter et qui ont été très structurants pour le milieu et qui ont permis aussi de dialoguer avec le ministère, le gouvernement, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider les musées à améliorer leurs pratiques. Il y a également, je dois juste rapidement, il y a des pratiques d'évaluation des musées. Bon, ça c'est un autre sujet, mais ultimement, ce que ça a amené, c'est une professionnalisation des musées, mais une stimulation par rapport à de bonnes pratiques dans tous les secteurs muséaux. Et des analyses qui ont été faites justement par, entre autres, Raymond Montpetit, ont permis de prendre la mesure de la professionnalisation dans le secteur muséal. Et on voit une nette progression. Dans les années, c'est fin 80, le nouveau programme de muséologie a permis aussi de former toute une nouvelle cohorte de muséologues, donc qui se sont spécialisés dans toutes sortes de domaines. C'est une formation qui est assez généraliste, mais qui permet je vous dirais, de fournir les bases des bonnes pratiques ou de saine gestion au niveau de la muséologie. On est maintenant en mesure d'offrir des programmes de doctorat. Donc, bien sûr, ça permet de former toute une cohorte de chercheurs, de penseurs par rapport à la pratique muséale. Donc, tout ça, c'est en progression. Donc, c'est assez intéressant, là, ce qui se passe au Québec.
En français? Alors, dans la mise, OK. Alors, dans la mise en ligne des collections, dimension collaborative, quel est l'enjeu, le type d'interaction avec les publics? Bon. Alors, je dirais, les enjeux au niveau de l'approche collaborative, c'est comment on peut gérer cette approche collaborative, d'une part. Quels sont les outils qu'on doit ou qu'on peut mettre en place? Il n'y a pas de réelle bonne pratique. On est en exploration. Il n'y a pas vraiment de modèle qui existe. On est plus en termes d'intention. Donc, on explore. Bon, je vous parlais par exemple du Rijksmuseum qui a développé des choses. Il y a le Brooklyn Museum également qui a développé des collections en ligne. Alors, ça, c'est un exemple d'approche collaborative pour les collections. Donc, ça, c'est des modèles qui nous permettent de voir, bon, ben, qu'est-ce qu'on veut, dans le fond? Si je reviens à la réalité du Musée de la Civilisation, c'est des collections quand même assez vastes, qui sont relativement peu connues. Probablement, vous avez les mêmes problématiques où les bases de données sont truffées d'erreurs. On n'a pas les ressources à l'interne pour corriger ces erreurs. Ça prendrait des ressources qu'on n'a pas toujours. Alors, est-ce que le musée a le courage, par exemple, de mettre en ligne ses collections, d'assumer que les contenus qui permettent de présenter ces collections ne sont peut-être pas toujours parfaits, et comment, dans ce contexte, on peut solliciter le visiteur ou les internautes pour nous aider à développer les connaissances par rapport à ces collections. Ça, c'est une approche. Une autre approche, c'est par exemple par rapport aux archives. Ce qui permettrait une utilisation beaucoup plus accrue, partagée, ce serait de faire les transcriptions des documents d'archives. Or, le musée n'a pas les ressources pour le faire. Donc, comment le public qui est passionné, ou certains publics qui pourraient être passionnés par les archives, pourraient être intéressés à faire des transcriptions de ces archives? Alors ça, c'est un modèle de collaboration. Donc, ce que le Musée de la Civilisation essaie de faire, justement, c'est de développer des plateformes qui vont permettre ce genre de collaboration. Un autre exemple, à partir des images de ces collections, comment le visiteur peut récupérer ces images libres de droit, parce que ça aussi c'est un autre enjeu, et créer quelque chose à partir de ces images. Donc, est-ce qu'on est prêt à permettre, je vais prendre une gorgée d'eau. Est-ce qu'on est prêt à permettre aux visiteurs de prendre ces objets de collection et à faire n'importe quoi? Je dis n'importe quoi entre guillemets, mais à créer des images, des dessins, à les imprimer, à les faire circuler, tout en prenant conscience qu'à partir du moment où une image est en ligne, même si vous mettez des restrictions, vous ne pouvez pas contrôler l'usage que les publics vont en faire. Donc ça, c'est un autre parti pris, mais ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir. Et au Musée de la Civilisation, bien, la décision a été prise. Les images qui ne sont pas libres de droit, on va mettre un formulaire sur le site qui va clarifier, en fait, les consignes, en fait, d'utilisation. Mais après, on doit accepter qu'on n'aura pas le contrôle. Bon, ça, c'est un autre exemple par rapport à l'utilisation des collections. Ben, merci. Muchas gracias.